Bienvenue à Parlons éthique, le podcast où nous parlons d'éthique pratique avec des spécialistes de différentes questions afin de nourrir nos réflexions et mieux agir. Justement, l'éthique ce n'est pas que discuter, c'est aussi agir. Parlons éthique s'est donc affilié à Supporte la Vague, un organisme d'aide international, non paternaliste et efficace qui vise à faire une grande différence. Pour plus d'informations ou pour faire un don, visitez le site supportelavague.org. De plus, tout l'argent fait par notre chaîne ira au support de l'organisme. Chaque écoute, like et souscription permet de faire une différence dans la vie d'une personne qui en a vraiment besoin. Tout notre contenu est disponible sur notre chaîne YouTube à Parlons éthique et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook du même nom. Aujourd'hui à Parlons éthique, nous recevons Valérie Giroux, spécialiste de l'éthique animale. Elle est l'autrice de Contre l'exploitation animale et co-autrice du livre Le véganisme dans la collection Que sais-je. Elle est coordinatrice au Centre de recherche en éthique et elle héberge des chats errants chez elle dans ses temps libres, qu'elle nourrit bien sûr avec des aliments végétaliens. Avant de commencer, je dois vous avertir que je suis un fan du travail de Valérie et que ça paraît peut-être un peu trop dans l'introduction, mais inquiétez-vous pas, je me calme par la suite. On a abordé plusieurs sujets avec elle, comme la question de la transition légale du statut des animaux, la sensibilité comme principe fondateur des droits, les types de droits qu'on pourrait accorder aux animaux, comme les droits positifs et les droits négatifs. Valérie se positionne également sur le débat entre extinctionnisme et citoyenneté animale, et elle se positionne sur le militantisme vegan adéquat. Finalement, elle nous décrit de quoi pourrait avoir l'air un monde où les animaux non humains et les animaux humains cohabiteraient de manière respectueuse. Salut Valérie, bienvenue au podcast. En fait, je dois t'avouer un petit quelque chose avant de commencer. Quand on a commencé à faire notre liste pour voir qui est-ce qu'on voulait interviewer, la première chose que j'ai dit à Romain, j'ai dit « Il y a quelqu'un qui s'appelle Valérie qui est à Montréal. » Et j'ai adoré quand elle a fait une présentation. J'ai dit « Je sais même pas son nom de famille, je vais le trouver. » Et c'est absolument elle que je voudrais avoir dans nos premières émissions. Et donc c'est ça, vous êtes un invité un peu particulier pour nous parce que j'avais aimé votre présence, j'avais aimé tout ce que vous aviez fait aux 6e journée de métaéthique. Ah oui! Et j'avais tout aimé, même jusqu'à la nourriture que j'avais trouvée exceptionnelle. Et c'est super important, la qualité de la nourriture quand t'es vegan. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'antispécisme et de véganisme. Et juste pour commencer comme ça, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'éthique animale? Ben écoute, j'étais... Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. On va essayer, on va faire l'effort de... Parfait. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'éthique animale? C'était quand j'étais au cégep. Je me rappelle, je l'ai raconté quelques fois, donc je pense, j'espère ne pas trop déformer la réalité, là, ça arrive parfois. Il me semble que en très peu de temps, là, dans la même semaine, j'avais eu un cours en psycho puis un cours en philo. Puis dans les deux cas, on s'était intéressé aux particularités de l'être humain. On s'était demandé dans le cours de psycho, c'est quoi l'intelligence, par exemple, et on s'était demandé dans le cours de philo, qu'est-ce que la nature humaine. Et dans les deux cas, on est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas grand-chose qui était unique à l'être humain. Et ça m'avait vraiment profondément troublée. Deux professeurs, en fait, dans les deux cours, remettaient en question toutes les réponses tentées par les étudiants. Là, l'être humain, on est quand même capable de communiquer, on est quand même capable de se plier à des obligations morales, par exemple. Bon. Et puis, les profs, dans les deux cas, donc, nous rappelaient que non, il y a toujours des exceptions chez les animaux, nous donnaient des exemples chez les animaux non humains où il y avait des comportements semblables. Et oui, donc j'avais été vraiment bouleversée parce qu'évidemment, tout ce qui me venait à l'esprit, c'est à quel point on ne considère pas que les êtres humains sont les égaux des animaux ou qu'on ne considère pas que les autres animaux ont autant de valeur que nous. Je me disais, est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de justification à cette manière de hiérarchiser les uns et les autres? En fait, c'était, disons, ce qui a lancé pour moi, la réflexion sur ces questions-là. Je me suis dit que ça se pouvait pas, en fait, qu'il n'y a pas de bonne justification. Puis c'est un petit peu ce qui m'a motivée à entreprendre des études. J'ai eu envie de chercher, de trouver qu'est-ce qui pouvait faire en sorte qu'on n'était pas en train de commettre une injustice monstrueuse en asservissant les autres animaux comme on le fait aujourd'hui. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu es devenue végétarienne? Ah, j'ai bien honte de le dire, mais non, je suis pas devenue végétarienne tout de suite. En fait, je suis rentrée à la maison et j'étais choquée par ce constat-là.
Et j'en ai parlé à table et immédiatement, mon frère a repoussé son assiette et s'est dit, moi, je peux pas manger ça. Il a tiré tout de suite les conclusions logiques de cette observation-là, de cette réflexion-là. Et moi, mais quand même, hein, c'est bon. Alors, j'ai continué il m'a fallu une année avant de devenir végétarienne seulement, alors que le raisonnement s'appliquait à toute forme d'exploitation, théoriquement, donc j'aurais dû aller plus loin que ça. Et ça m'a donc pris une année avant de devenir végétarienne, et au moment où, donc une année plus tard, mon frère, lui, devenait végane, carrément, moi, ça m'a pris 10 années de plus avant de mettre en application, disons, les principes. Tantôt, tu nous as parlé qu'au cégep, vous tentiez de faire une distinction entre les animaux et les êtres humains, voir en quoi est-ce que vous vous différiez. Mais pour fonder un droit, il faut avoir un critère pour dire qui a le droit et à qui ce droit ne s'applique pas. Et donc, pour toi, sur quels critères on devrait fonder le droit? Disons, en laissant tomber peut-être les droits moraux, là. Je me suis quand même intéressée aux droits qui sont protégés là, par un système coercitif, là, les droits légaux dans mon travail. Puis, je pense que, en tout cas, pour ce qui est des droits les plus fondamentaux, là, ceux qu'on appelle les droits de la personne, je pense que la théorie qui explique le mieux la fonction de ces droits-là, c'est celle qui dit qu'ils visent à protéger des intérêts individuels, les intérêts de ceux à qui ces droits-là sont octroyés. Et quand on applique une espèce de principe de justice fondamentale, là, selon lequel il faut traiter les cas similaires de manière identique, si on applique ce principe-là au traitement qu'on fait en droit des intérêts individuels fondamentaux des différents individus, il faudrait donc protéger par un même droit tous ceux qui ont l'intérêt que ce droit-là vise à protéger. Bon, pardon, là, je suis peut-être un petit peu abstraite, mais autrement dit, disons plus simplement, dans mon travail, je me suis demandé, est-ce que, puisque l'intérêt, c'est-à-dire à ne pas souffrir, à ne pas se faire infliger un traitement douloureux, est protégé par le droit à la sécurité ou à l'intégrité physique, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce droit-là soit donné à tous les individus qui ont intérêt, comme nous, à ne pas souffrir? Quels sont-ils? Puis là, il faut voir après, là, la question est entre les mains à ce moment-là des scientifiques ou des éthologues, de ceux qui peuvent observer les autres animaux et les autres individus sur la planète. Et on sait maintenant, donc c'est très bien établi qu'il y a plein d'animaux non humains, parce qu'évidemment, nous aussi, on est des animaux, des grands singes. Il y a plein d'animaux non humains qui sont comme nous sensibles, sentients, là, c'est-à-dire qui sont capables d'éprouver des sensations négatives, évidemment. Là, on le sait tous, mais disons que maintenant, c'est confirmé, très bien confirmé par la science. Alors, tous ces sujets-là, tous ces individus-là devraient au moins avoir le droit fondamental à l'intégrité physique. Ensuite, on peut se poser la question pour chacun des intérêts individuels, puis des droits qui protègent chacun de ces intérêts-là, se demander quels animaux ont ces intérêts-là, puis se dire ensuite qu'ils mériteraient donc qu'on leur accorde tous les droits qui visent à protéger les intérêts en question. En droit de manière plus générale, il y a aussi la question du statut juridique. On a récemment changé dans le Code civil du Québec, disons, la situation juridique des animaux en déclarant qu'ils ne sont pas des biens, sans pour autant dire qu'ils sont des personnes. Or, depuis toujours et encore à ce jour, il y a une division qui est entre les biens et les personnes, entre les biens meubles, immeubles et les personnes de notre côté, qui devrait normalement couvrir tout ce qui existe. Or, là, les animaux semblent ne pas tomber dans une catégorie ni dans l'autre. En tout cas, il y a comme un problème là. Pour avoir ne serait-ce qu'un seul droit, pour être un sujet de droit, un individu doit être reconnu comme une personne au sens du droit. Et donc, tant qu'ils ne sont pas des personnes, les animaux peuvent être protégés, mais non, ils ne seront pas des personnes en tant que telles. Effectivement. Si on considère les animaux non humains comme des personnes ou des objets, dans tous les cas, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait les considérer comme des personnes? Et ça ressemble beaucoup, en fait, à la réflexion de base là, qu'on faisait dans ces cours de cégep dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, quelle est la fameuse différence entre nous et eux qui permet de justifier un traitement aussi discriminatoire, qui fait en sorte que les uns, nous sommes tous les êtres humains sommes tous des sujets de droit et que tous les autres n'en soient pas. Et on peut tous les passer un après l'autre, ces critères-là. Le problème, c'est que pour chacun des critères auxquels on peut penser, justement la fabrication d'outils, la possession d'une âme ou ces trucs-là, ou bien ce sont des critères qui ne nous semblent plus être... auxquels on ne croit plus, là, même pour fonder, disons, l'importance, la dignité puis les droits qu'on accorde aux êtres humains, ou bien on se rend compte qu'il y a des animaux qui les
possèdent ces capacités-là identifiées, par exemple la capacité de ressentir des choses, la capacité de développer des relations affectueuses, des relations de care, de soins avec ses proches, toutes les caractéristiques auxquelles on peut penser, mais on va quasiment systématiquement trouver au moins une exception dans le règne non humain, chez les autres animaux qui possèdent ces caractéristiques-là, ou encore on va trouver chez les êtres humains, certains individus qui ne possèdent pas ces caractéristiques-là. Est-ce qu'on envisagerait leur retirer leur statut de sujet de droit? Évidemment, tout de suite que ce serait complètement injuste, que ce serait en fait affolant, là, complètement inacceptable. Et c'est, je pense, la bonne manière de... En fait, ça révèle qu'au fond, c'est pas vrai que c'est l'intelligence qui donne à l'individu de l'importance, qui donne à ses intérêts de l'importance, de la valeur. Donc, je pense que l'argument, là, c'est connu comme étant l'argument des cas marginaux. Il faut faire attention, je pense, quand on manipule cet argument-là. Mais il révèle, en tout cas, je pense que c'est des à croire là, qu'on se fait. On essaie de se dire, ben oui, mais on est quand même supérieur cognitivement et tout. Mais dans le fond, on sait bien que c'est pas, ça fait pas plus mal. Une blessure ne fait pas plus mal quand on est plus intelligent. Et c'est pas, en fait, ce qui change quoi que ce soit à nos intérêts. Je pense que les droits devraient vraiment protéger les intérêts et non pas juste la prétendue supériorité de l'être humain. Et au niveau du droit, vous avez parlé de personne, mais c'est quoi une personne exactement? Comment c'est défini dans les termes de loi? Ouais, ça, c'est un concept, je trouve, difficile. D'abord parce que c'est super équivoque. Dans l'usage courant du terme, on associe personne à être humain. Ouais. On pense que c'est quasiment des synonymes. En philosophie, on réserve la notion de personne aux individus qui sont doués de capacités cognitives très sophistiquées, qui sont capables de conscience de soi, de se projeter dans un avenir lointain et tout. Donc, ça exclut un paquet d'êtres humains. C'est une conception donc, qui est très, très différente de la conception de l'usage commun qu'on fait du terme. Et ensuite, en droit, là, c'est très différent. En droit positif, c'est un statut qu'on accorde aux individus qu'on veut protéger par des droits ou auxquels on va réserver des obligations. Donc, tous les êtres humains, dès qu'ils sont nés, là, vivants, viables, vont être considérés comme des personnes au sens du droit légal. Et on a étendu même ce concept-là à certaines entités non sensibles, non humaines, les compagnies, les villes, les bateaux, je pense, ou en tout cas, et là, on élargit aux entités qu'on considère comme étant des personnes morales, c'est-à-dire des entités qui vont avoir certains droits, en quelque sorte, surtout des responsabilités différentes des êtres humains, disons, qui sont impliqués dans ces compagnies-là. Voilà. Et donc, il n'y a pas un critère fondamental qui est dit, ça définit une personne, c'est comme une espèce d'outil pour pouvoir protéger certaines entités. En droit, oui, c'est droit, surtout ça. Je dirais. En tout cas, c'est une théorie là, du fait que c'est une espèce de fiction. De notion utile pour désigner qui va avoir des droits et des obligations. Justement, ces personnes qui sont protégées par le droit, c'est pas nécessairement des personnes qui comprennent le droit. Je pense que c'est un de tes arguments justement pour faire un lien avec les animaux et les cas marginaux dont tu as parlé tantôt. C'est ça, c'est qu'on a la conception que justement droit vient toujours avec obligation et qu'on ne peut pas être le sujet de droit si on n'est pas également responsable de ses actes et capable d'assumer des devoirs. Mais c'est simplement faux. Je comprends que c'est vrai que ce sont des espèces de rationalisations qui ont été ou de justifications qui ont été données quand on a pensé le droit civil, mais on sait très bien que tous les êtres humains, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme responsables de leurs actes, sont considérés en droit comme des personnes à part entière. Et donc, il n'y a pas de raison théorique de s'objecter à l'extension, l'octroi du statut de personne aux animaux qu'on considère comme n'étant pas des agents moraux responsables de leurs actes. Dans un de tes articles, justement, si on reste dans le domaine du droit, je vais te lire une phrase que tu avais écrite dans un billet. Bien sûr, faire de tous les animaux sensibles des personnes aurait des implications tout simplement vertigineuses. Et dans plusieurs présentations que tu as faites, tu parles de ces implications-là, mais c'est jamais vraiment détaillé parce que si on donne, par exemple, des droits aux animaux, il faut être en mesure de l'appliquer. Et là, où est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'on doit donner comme droit aux animaux? Quels bénéfices ils peuvent retirer? Donc, de peut-être à détailler un petit peu ces implications vertigineuses-là. Oui, oui, je sais pas si je peux. En fait, ça reste à définir. Hein.
évidemment, si on parle des droits là, de base, les droits les plus fondamentaux, ce sont des droits dits négatifs, c'est-à-dire des droits qui protègent les individus contre certains traitements, contre le fait de se voir infliger de la douleur, par exemple, contre le fait de se faire tuer, qui protègent contre le fait d'être asservi. Et donc, ces droits-là, évidemment, auraient des implications sur l'exploitation qu'on fait à l'heure actuelle des animaux. On ne pourrait plus contrevenir à leur droit à vivre, à leur droit à ne pas souffrir. Donc, si bien qu'on pourrait plus les utiliser pour nos fins de manière qui implique de les faire souffrir ou de les tuer. Mais ce sont sans doute pas les seuls droits qu'on devrait reconnaître aux autres animaux parce qu'ils ont quand même plein d'autres intérêts en commun avec nous et peut-être même des intérêts qui leur sont propres et qui mériteraient eux aussi d'être protégés par certains droits dont nous, on ne profite pas. Là. Et ces droits-là, disons, pensons aux droits positifs, aux droits à certaines choses, là, disons, aux droits à des soins de santé, par exemple, ou à un environnement, un habitat protégé, ou on peut penser à toute une série de droits. Bien, ces droits-là auraient donc de nouvelles implications. Non seulement il faudrait arrêter de les exploiter pour nos fins, mais il faudrait peut-être aussi redistribuer l'ensemble des ressources aussi. Là, il y a des discussions en éthique animale qui opposent, par exemple, les extinctionnistes et les théoriciens de la citoyenneté non humaine. Et là, il y a tout un débat qui concerne le statut qu'on devrait octroyer aux animaux qui ont été domestiqués et qui peuvent plus, disons, vivre à l'état sauvage, être ensauvagés, ou qui seraient pas, que c'est pas dans leur intérêt, en tout cas, de vivre, d'être juste relâchés dans la nature. Ces animaux-là, est-ce qu'on devrait simplement les mener doucement, là, sans enfreindre l'intérêt des individus comme tels, mais mener leur espèce, si on veut, à l'extinction, en stérilisant les animaux qui sont là, ou en tout cas en leur donnant des contraceptifs oraux peut-être, pour ne pas violer leur intégrité physique, et de manière en tout cas à ce qu'ils n'existent plus. Puisqu'ils ont été créés pour nous servir, bien, on peut se dire... c'est quand même quelque chose de foncièrement injuste. Il faut mettre fin, il faut que ces espèces-là en viennent à disparaître et qu'ils resteraient donc comme animaux non humains, bien, tous les autres, les animaux sauvages, par exemple. Il y a donc les tenants de cette théorie-là. Ça, c'est l'extinctionnisme, c'est ça? Ben, c'est, disons, où ils ont été appelés comme ça okay. Qualifiés comme ça dans le livre Zoopolis qui est paru, je pense que c'est en 2011 ou 2012, écrit par les philosophes canadiens Sue Donaldson et Will Kymlicka. Et eux, donc, se distinguent justement des extinctionnistes parce qu'eux pensent que ce ne serait pas d'agir de manière juste à l'endroit des individus, des animaux domestiqués qui ont été domestiqués justement parce qu'ils avaient le potentiel d'avoir des relations avec nous qui soient pacifiques, parce qu'ils étaient capables en quelque sorte de ne pas nous agresser dès qu'on a le dos tourné, qui n'étaient pas dangereux pour nous, qui étaient capables de se plier à certaines normes, d'apprendre, et qui avaient intérêt aussi, qui aimaient, qui étaient à la recherche de relations avec les êtres humains, habitués à nous, qui semblent apprécier notre présence et avec lesquels on peut, théoriquement en tout cas, établir des rapports affectueux, justes. Leur idée, c'est que c'est pas parce qu'on a toujours exploité les animaux domestiques, qu'on les a toujours historiquement en tout cas traités injustement, qu'on est obligé de le faire. Et eux donc pensent que plutôt que d'en venir à l'extinction des espèces domestiquées, on devrait au contraire reconnaître la citoyenneté à part entière des animaux qui sont domestiqués, qui peuvent très bien fonctionner dans nos sociétés, de toute façon déjà mixtes, là, humaines, non humaines, puisqu'ils sont déjà dans nos sociétés, là, ils sont là. Et donc, la citoyenneté exige qu'on les laisse, en tout cas dans une certaine mesure, se reproduire aussi, parce que la comparaison qui est faite, c'est l'idée que les injustices qu'on a commises à leur endroit, qu'elles soient réparées par leur disparition comme espèce, ça leur paraît pas être la chose la plus la meilleure. Bon, j'ai personnellement... Ouais, c'est ça. On penserait pas qu'une telle chose serait souhaitable ou acceptable, en tout cas s'il s'agissait d'êtres humains. Fait qu'on se dit, ben c'est spécifique, c'est une discrimination parce qu'ils sont justement pas des êtres humains. Alors c'est probablement injuste. On a des bonnes raisons de le penser. Parce que le spéciste, je sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est l'idée que, ben, on en a parlé là, des différentes caractéristiques qu'on pouvait évoquer pour justifier une discrimination entre les différents individus, mais la plus évidente, c'est celle de l'espèce. Il y a plein de gens qui pensent que le simple fait d'appartenir à l'espèce humaine devrait nous conférer une valeur, une dignité qui nous fait en sorte qu'on mérite des droits puis une protection particulière. Puis l'argument de ceux qu'on appelle les antispécistes, c'est de dire, ben, l'espèce, c'est un peu comme la couleur de la peau ou le sexe biologique. Ce sont des caractéristiques qui sont strictement biologiques. On n'a pas de raison de supposer qu'elles ont une pertinence morale. Il faudrait que
preuve soit faite que ce genre de caractéristique-là est moralement pertinent et c'est pas une preuve facile à faire, disons. Et toi, j'imagine que tu te mets du côté de la citoyenneté animale. Où est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Moi, j'ai beaucoup de réticences. En fait, mes réticences sont d'ordre pragmatique, pratique, je dirais, parce que c'est pas que la théorie qui est proposée dans Zoopolis, elle est extraordinairement intéressante. Là. Je recommande la lecture de Zoopolis à tout le monde. Mais j'ai certaines craintes, certaines réticences. Je pense que, d'abord, l'intérêt à se reproduire des individus, je pense, est très difficile à évaluer d'un point de vue externe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à exagérer le fait de ne pas pouvoir déterminer quelles sont les préférences des animaux non humains. Et Will Kimlicka et Sue Donaldson nous expliquent bien que et quand on se donne la peine, on est capable de voir qu'est-ce qu'ils veulent, les animaux non humains qui n'utilisent pas un langage symbolique comme le nôtre. On est capable de leur donner certaines options, certains choix qui révèlent leurs préférences. Mais il en demeure pas moins que de juger sur la base, par exemple, d'un comportement sexuel que l'individu voudrait vivre la parentalité avec tout ce qui vient avec dans le contexte d'une société mixte, humaine, non humaine. J'ai des doutes épistémiques. J'ai l'impression qu'on ne pourrait pas vraiment savoir quand est-ce que c'est un rapport sexuel qui devrait mener à la reproduction ou pas, puis qu'on va finir par décider, puis finalement décider ça pour eux, de laisser des grossesses se produire. C'est autant une intervention, j'ai l'impression, dans le contexte en tout cas de la domestication, que de décider de ne pas laisser ces grossesses-là advenir. Je trouve pas que c'est nécessairement plus respectueux de leur autonomie ou de leur choix de simplement laisser les femelles devenir enceintes là, à ce moment-là, parce que justement, j'ai pas l'impression qu'elles peuvent contempler qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique. Puis je dis pas que tous les êtres humains font des choix éclairés sur ce thème-là, mais c'est peut-être aussi un problème. OK, c'est des grosses questions difficiles à aborder. Mais et donc, tu te positionnes où? Oui, pardon. Donc, pour répondre plus clairement, j'ai tendance à privilégier peut-être l'extinctionniste parce que, d'abord, je pense pas qu'une espèce en tant que telle a quelque intérêt que ce soit. On peut avoir des intérêts d'ordre environnemental, écologique, parce qu'une variété d'espèces continue à exister, parce que c'est ce qui permet à la biodiversité là, d'être maintenue, mais au niveau des espèces domestiquées qui ne contribuent pas à la biodiversité et qui, en tant que telles, qui n'existent plus de chevaux ou de cochons, ça peut, oui, nous désoler, mais pourquoi est-ce qu'on ne se désole pas de tous les autres animaux qu'on aurait pu créer ou inventer, parce que ce sont quand même des espèces, disons, qui ont été largement sélectionnées un peu artificiellement par nous. Et donc, on ne se sent pas pourtant privé là, du fait de ne pas être accompagné ou entouré de plein d'autres types d'animaux. Je ne vois pas pourquoi ce serait en soi une perte et que certaines espèces domestiquées en viennent à disparaître. En tout cas, pas du point de vue des espèces en tant que telles. Puis du point de vue des individus, je ne le vois pas bien non plus. Chez les êtres humains, si moi, on me dit que les gens comme moi n'existeront plus dans le futur, oui, ça va être hyper stigmatisant pour moi. Puis ça va être extrêmement lourd. Symboliquement, ça va vouloir dire que j'ai pas de valeur aux yeux des autres. Donc, je vais en subir évidemment un tort majeur d'une politique comme celle-là. Mais est-ce qu'on peut vraiment penser que la vache qui existe à l'heure actuelle se soucie qu'il y ait des représentants de son espèce dans le futur? Je pense pas. Donc, je pense que l'intérêt, en tout cas, qui est concerné par ce projet-là, ça devient vraiment juste l'intérêt à vivre le lien parental ou l'intérêt dans les toutes petites communautés d'animaux non humains qu'il y ait des bébés. Mais ça ne va pas au-delà de ça, l'espèce en tant que telle. En tout cas, sa disparition, je ne pense pas que ce soit un si grand problème. Du point de vue de l'écosystème, comme elles sont très adaptées à nous, j'imagine qu'il n'y aurait pas vraiment de conséquences graves. On sait que les espèces domestiquées pour l'alimentation humaine, ce sont des individus qui contribuent davantage au changement climatique, qui ont des conséquences néfastes sur l'environnement, bien plus que des conséquences positives. Ce ne sont pas comme les espèces sauvages qui, elles, contribuent à la biodiversité. L'être humain contribue beaucoup au changement climatique. Est-ce qu'on devrait s'éteindre? Faut le rappeler. C'est aussi un raisonnement qui me perturbe. Je vais revenir un petit peu sur les implications vertigineuses. Tu disais des droits négatifs. Et ça, je pense que les implications sont quand même grandes, mais si on a le désir politique de le faire, ça va se faire. Mais les droits positifs, où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Jusqu'à quelle sorte d'animaux devraient avoir des droits positifs? Quels sont à peu près
grosso modo, les droits positifs qu'ils devraient avoir. Donc, moi, c'est une question qui me perturbe. Je me dis, ça va être vraiment compliqué à appliquer. Donc, J'ai pas de réponse satisfaisante, mais disons que c'est vrai que même la libération des animaux asservis là, par les êtres humains, les animaux domestiqués en premier lieu, ça a des implications qui sont plus, disons, anthropologiques ou symboliques que des implications pratiques peut-être, parce qu'effectivement, nos industries peuvent se réorienter, exploiter d'autres ressources que des êtres sensibles, et choisir du lait de soya plutôt que du lait de vache à l'épicerie, c'est pas un changement incroyable. Mais c'est vrai que pour les animaux liminaux là, dans la zoopolis, on les appelle comme ça les animaux qui sont dépendants des sociétés humaines, mais pas d'individus particuliers. Là. On peut penser aux rats, par exemple, ou aux pigeons, aux écureuils, bon, à tous ceux qui ont des liens avec nous, mais pas des relations individuelles. Ben, ou ceux-là, donc les animaux liminaux ou les animaux sauvages, s'ils ont des droits positifs, qui peuvent donc être distingués. Dans Zoopolis, les animaux liminaux auraient un droit de résidence sur les lieux qu'ils partagent avec nous, oui, alors que les animaux sauvages, eux, seraient plutôt considérés un peu comme formant des nations souveraines sur leur territoire. Et donc, ça ne signifierait pas qu'on ne puisse pas, disons, aller se promener en forêt quelque part, mais on n'aurait plus une espèce de droit de coloniser leurs habitats comme on le fait à l'heure actuelle. Donc oui, ça, c'est des droits qui auraient des implications. Là. La protection des territoires pour les animaux sauvages, les animaux qui partagent avec nous un même territoire, ben eux, ça impliquerait de tenir compte de leurs intérêts quand on construit là, nos infrastructures. Il faut penser à eux quand on construit des bâtiments avec des vitres. Il faut penser à tous les oiseaux qui s'écrasent dans ces vitres-là. Si on prend au sérieux leurs intérêts, s'ils ont un statut politique, ben, ça implique effectivement des changements de ce genre-là. Est-ce que ça implique, par exemple, qu'on se débarrasse complètement des voitures? Si on pense aux animaux domestiqués qui deviendraient des citoyens à part entière et dont la vie serait à risque s'il fallait qu'on sente l'obligation de ne plus les tenir en laisse, par exemple, et qu'ils se promènent dans nos rues, ben, peut-être que oui, en effet, ça deviendrait une menace terrible, la voiture. Ce serait peut-être pas mauvais qu'on s'en débarrasse de toute façon, ne serait-ce que pour nos enfants et notre sécurité à nous et la protection de l'environnement. Mais oui, ça peut être des implications comme celle-là. Il y a aussi, là, on pense aux soins de santé. Si tous les citoyens non humains, les nouveaux citoyens devraient avoir droit à des soins de santé, les animaux liminaux pourraient avoir une responsabilité individuelle aussi. Si moi, je me promène et je vois un animal qui est blessé, ben, quel type d'obligation j'aurais s'il s'agissait d'un être humain? Ben, il faut imaginer que ce soit une obligation comparable à ce moment-là. Donc, ça implique, oui, qu'il y ait droit à de l'assistance. Donc, oui, il y a quand même d'importantes implications. Dans le biais que Kevin a cité plus tôt, tu expliques très clairement pourquoi on pourrait et pourquoi on devrait accorder le statut juridique de personne aux animaux non humains. Est-ce que tu pourrais nous détailler clairement ton argumentaire? Bien, d'abord, la partie qui me fait dire qu'on devrait donner des droits aux animaux, c'est un petit peu l'argument que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est l'idée qu'on part du principe de justice fondamentale. Les cas semblables doivent être traités de manière identique. Ensuite, on regarde qui a des intérêts qu'on pense importants là, et qu'on pense devoir mériter d'être protégés par des droits. L'intérêt à ne pas souffrir, l'intérêt à vivre, l'intérêt à pouvoir avoir une certaine liberté, à grandir avec ses congénères. Bon. Et si on applique le principe de justice à ces intérêts-là, ben, il faut les traiter également, ces intérêts-là. Dans le cas des êtres humains, quand ces intérêts-là sont ceux d'êtres humains, on les protège par des droits. Ben, il faut faire la même chose quand des animaux non humains ont ces mêmes intérêts-là. Donc ça, c'est, disons, le grand principe qui me semble mener directement à notre obligation de reconnaître des droits aux animaux non humains sensibles qui ont des intérêts. Ensuite, pourquoi c'est possible? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas d'obstacle juridique majeur à ça. Il y a des obstacles pratiques au sens où qu'on vient de parler des implications qui sont importantes de réorganisation sociale et de ressources. Mais il n'y a pas d'obstacle majeur au sens où bien, ça n'impliquerait même pas une reconceptualisation du droit. Notre droit est divisé encore une fois entre les personnes et les biens. On a simplement à transférer les animaux du côté des personnes et le droit n'est pas changé dans sa théorie du moins. Ensuite, on reconnaît déjà la personnalité juridique à des êtres humains qu'on ne tient pas responsables de leurs actes. Donc, on est obligé de reconnaître que c'est tout à fait possible de le faire quand il s'agit de non-humains. Et ensuite, bien, on a déjà des mécanismes de représentation en place pour les êtres humains. Par exemple, la tutelle, la curatelle, pour ceux qui ne peuvent pas eux-mêmes ester en justice. C'est des mécanismes de ce genre-là pourraient être imaginés pour les animaux non humains. Donc, il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas d'obstacle, en tout cas, en droit qui soit insurmontable du tout. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de contre-argument qui arrive souvent quand on parle de ça. Il y a plusieurs êtres humains que les droits fondamentaux ne sont pas respectés.
Et il y a plusieurs personnes qui disent on devrait commencer par s'assurer que tous les êtres humains ont ces droits-là respectés, parce que de toute façon, nos ressources sont limitées. Et si, par exemple, on sauve 20 vaches avec un certain montant, on aurait pu sauver une personne, bien là, on est en train de comparer êtres humains avec animaux. Comment on résout cette espèce de problème-là? Oui, c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent. Bon, il y a plusieurs choses à dire, là. Je pense que la situation où on doit vraiment choisir entre les intérêts d'un être humain et ceux d'un animal sont quand même relativement rares. En tout cas, nous, on se retrouve pas si souvent que ça dans ce genre de situation-là. On se rend compte que très souvent, les personnes qui s'intéressent le plus au sort des animaux et qui sont le plus soucieux de la justice qui les concerne, des questions de justice qui les concernent, ce sont ces mêmes personnes-là souvent qui sont également les plus soucieuses du sort des êtres humains. Maintenant, mais c'est vrai que politiquement, on peut imaginer, on a des ressources limitées en effet. Autrement dit, en tout cas, en termes du temps qu'investissent les individus à la cause animale, je ne suis pas certaine, en tout cas, que ça enlève quoi que ce soit aux êtres humains, au sens où je ne vois pas tous ceux qui nous servent ce contre-argument-là se donner corps et âme pour les êtres humains. En tout cas, bon, il y en a peut-être, il y en a sans doute, mais ce n'est pas la majorité. Mais il en demeure pas moins qu'au niveau politique, oui, c'est vrai qu'on peut imaginer que ça serait une redistribution des ressources et qu'on pourrait se dire qu'il faut limiter ce qu'on donne aux êtres humains pour pouvoir en donner plus aux nouveaux citoyens non humains, par exemple. Et ça, c'est des grandes questions. Puis la réponse, ben, je comprends le réflexe de se dire, ben, ça n'a pas de bon sens de ne pas privilégier les êtres humains quand il s'agit d'une question grave comme l'accès à des soins de santé. On ne peut pas priver une personne humaine, par exemple, d'un traitement parce qu'on veut aider un animal. Mais la réponse antispéciste à ça, c'est que, ben, il n'y a pas de raison de hiérarchiser. Et là, ça va loin. Là, je suis d'accord que c'est très, très contre-intuitif, mais on n'a pas de bonne raison de considérer que la vie d'un animal non humain, sensible, qui a l'intérêt à vivre comme nous, aurait moins d'importance que celle d'un être humain. Donc, on peut quand même questionner cette réticence-là, disons, à accorder autant de valeur aux animaux, aux besoins des animaux non humains qu'à ceux des êtres humains. Je pense que c'est très difficile, en fait, de justifier pourquoi est-ce qu'on devrait toujours privilégier les êtres humains. Que le genre de réponse qu'on risque de donner à ça va être ou bien, évidemment, erroné, par la simple appartenance à l'espèce. Personne ne peut être convaincu que c'est une bonne raison. Et ensuite, en tout cas, il me semble, puis ensuite, les autres raisons, encore une fois, les capacités cognitives des êtres humains, ben c'est affolant de penser aux implications que ça peut avoir, ce type de raisonnement-là, pour certains d'entre nous même. On le sait bien, là, que ça ne devrait pas faire de différence. Et j'ai l'impression que ça apporte plusieurs implications aussi culturelles, par exemple, avec d'autres cultures qui, par exemple, c'est super important d'avoir un rituel par rapport à un animal, alors que là, tu arrives avec quelqu'un qui vient de l'Occident et qui dit « ben ce que tu fais, c'est pas bien », alors que nous, en tant qu'Occidentaux, ben, on a fait beaucoup plus de tort à la condition animale que d'autres cultures, par exemple. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas cette espèce d'impérialisme occidental dans le rapport aux animaux par rapport à d'autres cultures qui exploitent aussi d'autres animaux d'une autre façon, avec d'autres raisons. Hein. Ouais, ça, c'est une question qui est beaucoup discutée parmi les animalistes. Là, c'est une question qui inquiète beaucoup parce qu'effectivement, le risque d'impérialisme avec notre passé, en tout cas, devrait nous rendre très, très, très prudents là, quand il s'agit de dire aux autres quoi faire. Et surtout, comme tu l'as très bien dit, qu'on est probablement les pires dans nos rapports aux animaux non humains. Alors j'ai tendance à, bon, c'est peut-être cliché, mais à dire faisons le ménage dans notre propre cour là, avant d'aller dire aux autres quoi faire, mais il en demeure pas moins que c'est une discussion qu'on ne devrait pas, je pense, gêner d'avoir, parce que c'est une discussion que, quand on parle de devoirs moraux, on parle de ce qui nous semble être universalisable, mais je pense qu'on ne devrait pas se retenir, en fait, d'avoir des discussions respectueuses, mais sincères sur ces questions-là. Et ce qui aide beaucoup, c'est qu'au sein de bien des communautés culturelles, il y a déjà ces réflexions-là, de toute façon, qui sont en cours. Il y a des sous-groupes d'antispécistes, d'animalistes, qui remettent en question, disons, certaines pratiques culturelles. Certains vont même jusqu'à essayer de montrer que c'est plus respectueux de la véritable culture, disons, en tout cas traditionnelle, de respecter davantage les animaux que ce que la culture peut avoir l'air d'être devenue, disons, quasiment sous le colonialisme. J'aurais tendance, disons, oui, parce que je reste préoccupée par les dérapages, gênée par le passé. Et j'aurais tendance donc à penser que c'est une bonne chose que les gens qui sont déjà au sein de ces groupes-là et qui comprennent beaucoup mieux les enjeux prennent la parole. Mais ensuite, personne ne devrait se censurer quand il s'agit de débattre des enjeux moraux. Avec ce que tu dis, si on discute de façon honnête et qu'on connaît les arguments, j'ai l'impression que la position spéciste est difficile, voire impossible à défendre.
Je pense qu'on a effectivement de bons arguments très solides pour défendre l'antispécisme, mais il y en demeure pour moi qu'en éthique, il n'y a rien qui relève de l'évidence. Beaucoup de positions sont quand même ultimement fondées sur des intuitions. On peut tester la cohérence de nos différentes intuitions, puis se sentir forcé d'en abandonner certaines quand on voit qu'elles entrent en conflit avec d'autres auxquelles on tient davantage, mais il peut y arriver quand même qu'il y ait des intuitions de base qui soient vraiment différentes et que le dialogue soit difficile à poursuivre. Ouais. Mais ça, est-ce que justement, c'est quoi l'obstacle principal finalement à ces choses-là? Est-ce que c'est juste la mauvaise foi ou... Oh, c'est une bonne question. Face à quelqu'un qui me dirait, moi, je pense que la souffrance, c'est pas grave, ou que la mienne est grave, mais pas celle des autres, par exemple. Qu'est-ce que je peux répondre? Comment convaincre quelqu'un que c'est important de ne pas faire souffrir les êtres sensibles, ou même les autres êtres humains? C'est difficile d'avoir juste un argument béton. Ben oui, c'est grave. Ça va finir par être ultimement une espèce d'intuition. Et là, vous avez dit l'antispécisme. Et c'est ça, je pense que c'est un peu difficile à quelqu'un qui n'a pas vraiment lu beaucoup de littérature de faire la distinction entre végétalisme, antispécisme, anticarnisme. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo des conceptions les plus importantes et un petit peu les distinctions? Parce que entre véganisme, végétalisme, certaines personnes l'utilisent de façon interchangeable. Antispécisme, véganisme, là, j'ai un petit peu de difficulté à voir c'est quoi la relation entre les deux termes. Donc, peut-être nous faire un petit topo des concepts importants pour comprendre. Ouais, OK. Bon, évidemment, le végétarisme, c'est bien connu, là, s'il s'agit d'exclure de sa diète alimentaire la chair animale. Ensuite, le végétalisme, on pense que ça équivaut peut-être au plant-based diet là, chez les anglophones, c'est-à-dire que c'est l'idée d'exclure de sa diète alimentaire, encore une fois, pas seulement la viande cette fois-ci, mais les autres produits d'origine animale, les œufs, le lait, ça peut aller loin, ça peut aller dans les ingrédients dérivés, là, comme la gélatine. Ensuite, le véganisme, là, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a plusieurs personnes qui se disent véganes alors que... parce qu'ils interprètent en fait le véganisme comme un synonyme de végétalisme. Alors là, ça peut être restreint à la diète alimentaire pour certains. Avec mon co-auteur Renan Larue, on a pris position sur la définition que devrait revêtir le véganisme dans un petit cassage. Et selon nous, ça devrait être distingué du simple végétalisme. Ça devrait être entendu comme une position de principe, une position politique qui est opposée à l'exploitation des animaux humains pour des fins humaines. Donc, et c'est en ce sens-là que ça implique une praxis qui exclut toutes les formes d'utilisation de produits ou de services qu'on tire des autres animaux, à moins que ce ne soit pas de l'exploitation, mais des services. On peut imaginer d'autres contextes dans lesquels des animaux rendraient des services et qui ne constitueraient pas de l'exploitation, mais disons que c'est Comme quoi, par exemple? Dans une autre société, là, Okay. petite parenthèse, mais dans une autre société, une société... juste, par exemple, à l'égard des animaux, on pourrait imaginer que les citoyens non humains soient capables ou aient droit à un accès au travail comme les êtres humains ont droit au travail. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être imaginer que les œufs des citoyennes qui sont des poules puissent être mangés, consommés par même peut-être des êtres humains ou d'autres animaux parce que ce serait considéré comme une forme de travail. Évidemment, ça serait hyper encadré, ça serait pas du tout dans le contexte actuel. Là. Il faut pas se retourner et penser que j'ai justifié la garde de poules dans sa cour arrière dans la société actuelle, là, pas du tout. Mais en tout cas, donc le véganisme donc serait une position à l'encontre de l'exploitation d'animaux, de ce qu'on peut tirer des animaux en les exploitant. Et l'antispécisme va plus loin que ça, je dirais, parce qu'on peut être végane sans être antispéciste, au sens où on peut être opposé à l'exploitation des animaux, mais quand même considérer que les êtres humains ont plus de valeur morale, d'importance morale que les autres animaux. On peut se dire, si je dois vraiment sauver un être humain ou un chien sur un bateau de secours puis sur lequel un seul des deux individus peut rester, j'ai le devoir moral de sauver l'être humain parce qu'il y a plus de valeur. On peut avoir cette position-là sans pourtant penser qu'il est acceptable d'exploiter le chien pour ses fins égoïstes. Donc, je pense que cette distinction-là à faire, les antispécistes vont plus loin, les antispécistes vont refuser toutes les discriminations injustifiées entre les êtres humains et les autres animaux ou entre les différentes espèces animales. On a tendance à accorder plus de valeur, par exemple, aux chiens qu'aux rats. Un antispéciste va considérer qu'il n'y a pas de bonne raison d'établir une hiérarchie morale entre ces différentes espèces-là. Juste une petite question.
Au niveau du véganisme, j'ai l'impression que c'est comme leur octroyer un droit négatif, alors que l'antispécisme leur accorderait en plus un droit positif. Est-ce que c'est bien ça, si on revient avec la définition de droit? Ouais, je pense que ça ressemble beaucoup à ça. Effectivement, la position végane à l'encontre de l'exploitation signifie que les animaux doivent être protégés, effectivement, contre certains traitements. Alors que, bon, l'antispécisme ne mène pas nécessairement à énormément de droits positifs, au sens où si on adopte la position extinctionniste, si on pense que le refus de la discrimination en fonction de l'espèce devrait nous mener à faire disparaître certaines espèces, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt en soi, les espèces, là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ben à ce moment-là, il n'y aura pas nécessairement beaucoup de droits positifs. Il y en aura sans doute quelques-uns, le droit justement à l'habitat, le droit à être... mais ça, c'est un droit négatif aussi, c'est un droit de... En y repensant, je me rends compte que c'est peut-être... non, peut-être que qu'il y a moyen... En tout cas, je ne sais pas si une position antispéciste mène nécessairement à l'octroi de droits positifs, mais ce qui est clair, c'est que la position végane se focalise beaucoup plus sur les droits négatifs, là, contre l'exploitation. Puis, je pense que tu mentionnais le carnisme tout à l'heure. Puis là, je trouve que c'est une question difficile parce que Melanie Joy, une psychologue américaine, a proposé ce terme-là. Et moi, j'ai toujours un peu de mal à bien le saisir, là, la différence, disons, entre le carnisme et le spécisme. Elle explique que les deux sont liés, que le carnisme est comme une sous-catégorie peut-être du spécisme. C'est plutôt un concept psychologique peut-être plutôt que théorique, que c'est lié à une espèce d'attitude ou de manière de voir, de percevoir l'animal comme une ressource à notre disposition, de le voir comme un aliment quasiment, là, dans le cas de certains animaux. Et pour elle, c'est ce qui vraiment s'oppose au véganisme, là, c'est le carnisme plutôt que le spécisme. Peut-être pour la raison que je viens d'évoquer, là, que le véganisme n'est pas non plus synonyme d'antispécisme, c'est peut-être synonyme d'anticarnisme. Peut-être que c'est l'idée, en tout cas, qu'on ne devrait pas percevoir, approcher les autres animaux comme s'ils étaient des ressources à notre disposition. En gros, je dirais que ce sont les principales distinctions. Et sur le fameux radeau, comment est-ce que quelqu'un qui est antispéciste réagirait à dire « je sauve le chien ou la personne » ? Comment il prend une décision morale à ce moment-là? Parce que je pense que c'est contre-intuitif pour beaucoup de gens. Et je dirais que je suis un peu choqué en ce moment que quelqu'un pourrait peut-être choisir de jeter à l'eau la personne. Ou s'il y avait 2 chiens, par exemple, pour avoir quelque chose de petit peu plus clair, là, qu'est-ce qui répondrait à ça? J'ai l'impression que je sauverais l'humain parce que le chien, il nage mieux, mais je suis... Il y a plus de chances. Ouais. D'abord, un antispéciste considérerait probablement que le chien est aussi une personne. Alors, il pourrait hésiter entre sauver la personne humaine ou la personne non humaine. Mais je pense que oui, un antispéciste... Ouais. Là, ça dépend de... Il y a plein d'autres considérations qui entrent en ligne de compte, mais disons que quelqu'un qui ne pense pas que l'espèce fasse une différence morale significative, le moindrement. Il va être obligé de se tourner vers d'autres critères de sélection. Est-ce que c'est, par exemple, l'espérance de vie? Si la personne humaine, par exemple, il lui reste 5 minutes à vivre, puis mon chien est un puppy qui a encore 10 années devant lui à avoir du plaisir, ben est-ce que ça devrait pas nous inciter à sauver le chien ou la personne? Bon, moi, j'ai des grandes réticences par rapport à ce genre de calcul-là, mais ça pourrait être un critère que certains antispécistes utilisent. Ça pourrait pas être la façon subjective dont chacun des individus évalue son bien-être ou son bonheur. Est-ce que si le chien c'est très difficile à concevoir, mais si par exemple le chien a un désir de se maintenir en vie, qu'il évalue lui-même à 8 sur 10, et que la personne humaine, elle, est un peu dépressive, elle tient pas tant que ça à la vie, est-ce que ça devrait pas entrer en ligne de compte dans le choix? Il y a plein de choses qui peuvent comme ça, les relations que ces individus-là ont avec d'autres. Est-ce que la personne humaine va laisser dans le deuil, son décès va causer du tort à plein de gens ou pas? Est-ce que le nombre compte effectivement là, à ce moment-là? Un antispéciste pourrait dire que dès qu'il y a 2 individus, ça l'emporte sur un de toute façon. Enfin, je pense que tous ces critères-là ne me paraissent pas satisfaisants là, pour sélectionner, et je vous avoue que probablement que j'aurais un fond de réflexe spéciste si je devais choisir. Il est très possible que je choisisse la personne humaine, mais disons que je ne saurais pas justifier ce choix-là et que je suis pas sûre, encore une fois, que c'est vraiment ce que je ferais s'il s'agissait de mon chien, que je garde à la maison depuis 5 ans et que la personne humaine en question soit Hitler, par exemple. Ben, là, j'hésiterais peut-être. Est-ce qu'il y a des cas connus de personnes qui ont effectivement sauvé des animaux par rapport à des humains? Ah, c'est une bonne question, j'en ai pas d'idée. Je pense qu'on parle très théoriquement, mais est-ce que c'est déjà arrivé justement que quelqu'un soit confronté à justifier un choix qu'il aurait fait qui serait antispéciste? Je ne pense pas, mais je pense que la question
Ouais, la question demeure intéressante parce que, évidemment, dans un contexte où ce serait hyper mal vu, peut-être qu'on est conditionné à ne jamais privilégier l'animal non humain. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de cas, mais si effectivement on était dans un monde antispéciste où les animaux avaient une valeur qui soit, attribuerait une valeur qui soit comparable à la nôtre, peut-être que là, les occasions se présenteraient davantage, c'est possible. Et moi, j'avais une question un petit peu plus pratique là, par rapport aux stratégies des personnes qui font la défense des animaux. Parfois, il y a certaines actions que les gens ne sont pas d'accord parce que c'est peut-être un peu violent ou peut-être que ça peut blesser certaines personnes pour défendre le droit des animaux. Est-ce que tu as un avis sur les façons adéquates de promouvoir le véganisme? Ouais. C'est où les limites? Parce qu'il y a quand même, si on les considère comme des personnes, il y a eu une guerre aux États-Unis pour la libération des esclaves. Et il y a beaucoup de gens qui ont une réticence par rapport au véganisme, justement à cause qu'ils ne sont pas d'accord avec les moyens qui sont utilisés à certains moments. Je pense que c'est une question extrêmement difficile. Là. D'abord, la première chose, c'est que je dois reconnaître que je comprends le désespoir de plein d'animalistes devant les horreurs que subissent les animaux non humains à l'heure actuelle, puis l'envie d'avoir recours à des moyens, radicaux, j'aime pas ce mot-là, mais disons à des moyens chocs, là, disons, pour secouer un peu les choses puis essayer d'éveiller les consciences. C'est exaspérant parfois de voir la lenteur avec laquelle les choses bougent. Et oui, bien sûr, le véganisme devient de plus en plus populaire, mais est-ce qu'il y a vraiment moins de production animale en ce moment qu'il y en avait il y a 10, 20 ans? Je ne crois pas. Donc, ça, il y en a probablement plus, en effet. Donc, c'est affolant. C'est affolant. C'est insupportable. Et c'est vrai que c'est tentant de dire de voir que les moyens, en tout cas, qu'on emploie à l'heure actuelle, ne suffisent pas à faire changer les choses. Donc, j'ai beaucoup de compréhension, oui, de frustration personnelle. J'arrive à comprendre l'exaspération, disons. Et justement, considérant le fait que dans différents mouvements sociaux, dans les autres mouvements de libération, on a eu recours parfois, il y a eu des factions d'individus qui ont eu recours à des moyens illégaux, par exemple, ou qui brassaient les choses davantage. Puis on ne peut pas écarter la possibilité qu'ils aient contribué à faire changer les choses, ces individus-là, considérant ça, qu'est-ce qui dit que c'est pas la bonne chose à faire pour les animaux non humains? Je pense qu'il faut éviter de tomber dans le tant qu'on dérange pas, tant qu'on est gentil, souriant, puis des bons véganes, c'est ça qui dérange personne, là ça va, mais dès qu'on essaie de remettre des choses en question de manière plus brutale, ça passe plus. Non, j'ai l'impression qu'on peut se permettre plus que ça. Maintenant, il y a des limites morales évidentes à ça. Parmi les moyens illégaux qui sont à la disposition des activistes, il y en a plein qui sont, je dirais, moralement acceptables, puis il y en a plein qui sont moralement indéfendables. On est convaincu que chaque individu a des intérêts fondamentaux puis des droits fondamentaux. Bon, je pense pas que ce soit une bonne chose de sacrifier les intérêts d'autres individus pour mener son combat. Donc, je pense qu'il y a des limites à ça. Il ne faut juste pas tout mettre dans le même bateau. La question peut-être plus intéressante chez les animalistes et de laquelle on discute tout le temps, c'est que parmi les moyens qui sont moralement acceptables, même si on inclut ceux qui sont illégaux, lesquels sont efficaces. Je n'ai pas de réponse à ça. Qu'est-ce qui est plus contre-productif qu'autre chose parce que ça teinte l'opinion publique, ça donne une mauvaise image des animalistes. C'est difficile à dire. Parfois aussi, il ne faut pas se fier à la réaction immédiate. Une action peut être condamnée dans les médias le jour où ça se produit, mais ça peut quand même semer une graine, rappeler aux citoyens et aux citoyennes que c'est une question qui est prise très au sérieux. Il ne faut peut-être pas écarter la possibilité que ce soit des actions qui finalement puissent être utiles. Maintenant, peut-être pas. Peut-être que ça fait juste nuire aussi, puis que c'est une très mauvaise chose. Puis je pense qu'il y a aussi des circonstances bien précises dans lesquelles un moyen va avoir beaucoup d'efficacité, alors que dans d'autres circonstances, ça serait un mauvais move. Là. Ça, c'est possible aussi. Mon intuition générale, c'est que je pense qu'on fait la bonne chose, en tout cas au Québec. C'est-à-dire qu'on a poussé les choses de manière très positive en promouvant le véganisme de manière regardez comment c'est bon ce qu'on cuisine, on a présenté des nouveaux produits. Donc, les animalistes se sont présentés comme des gens sympas à la population et ce qui fait en sorte que nos restos végétaliens à Montréal sont remplis d'omnivores. Il n'y a pas d'hostilité majeure, je pense, face à la cause animale. Puis une fois que je pense qu'on peut avoir une espèce de masse critique de gens, là, peut-être qu'il faut essayer
d'avoir des revendications pour des changements institutionnels qui soient plus affirmés. Et là, ce jour viendra là, mais je pense qu'il faut d'abord avoir établi une certaine crédibilité au sein de la société en général. Puis je pense que c'est ce qu'on est en train de faire au Québec, ce qui est pas fou. On se demandait si tu avais été militante justement, puis à quel point. Ben, moi, mon véganisme, c'était pour moi de l'activisme. C'est-à-dire que peut-être que certains végétaliens qui adoptent un nouveau mode alimentaire ou mode de vie, des véganes qui adoptent un nouveau mode de vie dans leur coin isolément qui en parle à personne et qui montrent sa personne, mais j'ai l'impression que quand même, adopter le véganisme, c'est aussi se commettre socialement, d'être toujours en train d'en parler, de se justifier, d'expliquer, de parler des raisons donc qui relèvent de la justice animale à tout le monde, à tout un chacun, puis de faire avancer donc les mentalités à ce niveau-là. Donc je me considère comme une activiste ne serait-ce que par mon engagement en faveur du véganisme. Et moi, personnellement, la réticence que j'ai eue, c'est que là, on parle d'il y a quand même plusieurs années, là, au début de mon militantisme. Le problème auquel je faisais face, c'est que les actions militantes étaient le plus souvent des actions très, je dirais, modérées ou très ciblées. C'est-à-dire qu'on demandait, par exemple, on critiquait la fourrure, mais sans critiquer le cuir ou sans critiquer l'alimentation carnée. Ou on demandait un agrandissement des cages dans lesquelles étaient enfermées les poules. Et moi, ça me dérangeait beaucoup parce que j'avais l'impression qu'on laissait entendre que il suffisait quasiment d'agrandir les cages pour que tout soit OK, que tout soit correct, alors que ça reste de l'exploitation inacceptable. C'est un peu ce qui m'a amené, moi, personnellement, en tout cas, à choisir un parcours différent, à faire mon petit bonhomme de chemin, là, à consacrer mes recherches à ça parce que j'avais envie de parler vraiment de ce qui me semblait être le problème de fond, là, l'exploitation en tant que telle, puis les droits fondamentaux qui devraient être accordés aux animaux. Et je dirais que ces réticences-là, je les ai perdues avec le temps beaucoup, pas parce que j'ai changé de position, mais parce que les choses ont changé. Les activistes d'aujourd'hui, les animalistes, sont dans la rue à demander la fin du spécisme, sont dans la rue en train de demander la fermeture des abattoirs, sont dans la rue en train de demander le véganisme pour tous. Et là, ça me rejoint beaucoup, beaucoup plus. Je pense que c'est la bonne chose. J'y crois pas non plus tellement pour dire que... je crois pas que quand on demande... que les demandes les plus modérées soient nécessairement les mieux reçues. Sur le coup, c'est évident. Si je te demande de boire un verre de lait plutôt que 2, c'est moins exigeant que si je te demande de ne plus boire de lait du tout, donc il y a plus de chances que tu me répondes que oui, tu es d'accord. Mais à moyen, à long terme, je suis pas du tout convaincue de ça. Je pense qu'on répéter le bon message, un message cohérent, un message bien argumenté, aussi bouleversant ou radical qu'il puisse sembler, que je favorise. Tu as une formation en droit, puis maintenant chercheur ici en philosophie. Est-ce que tu sens que tu es plus efficace? Ouf, ouais, ça serait très prétentieux, je dirais, que quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie ou qui fait de la philo un peu puisse changer le monde. Donc, je pense que c'est très, très difficile de mesurer l'efficacité de ce qu'on fait. Puis, j'ai l'impression, disons que face à cette impossibilité-là épistémique de mesurer, de comparer vraiment précisément l'efficacité des différentes stratégies, des différentes actions, ma conclusion, c'est qu'on devrait faire ce qui nous semble le plus juste. Parce que si on me donnait les preuves que des demandes beaucoup plus modérées ou d'autres types d'activisme étaient plus efficaces pour les animaux, allaient mener à beaucoup moins de production animale, à une véritable libération des animaux plus rapidement, je changerais de carrière. Hein. Je ferais autre chose, ça c'est certain, parce que ce qui importe, c'est quand même le résultat pour les animaux. Mais parce que si je n'ai pas cette preuve-là, je fais une espèce d'acte de foi, je me dis que je vais y aller selon mes convictions. Et que c'est en tout cas, de toute façon, là-dedans que je me sens le mieux, c'est certain, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a des chances que ce soit ce qui soit le plus efficace. Oui, j'ai l'impression aussi, avec ce que tu disais, qu'il y a comme deux façons de voir les choses, là. Soit qu'on fait des petits pas et c'est plus facile puisqu'on a des moins grosses marches à monter, ou si on fait des petits pas, là, la grogne diminue ou les gens sont déjà un petit peu satisfaits et là, on s'arrête là. Donc, j'ai l'impression que c'est le deuxième modèle qui t'interpelle. En fait, les petits pas, je pense qu'ils sont inévitables. C'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, ça m'a pris une année avant de devenir végétarienne, 10 ans avant de devenir végane. Bien sûr, on y va graduellement, on y va à notre rythme, on y va en fonction des circonstances, de notre motivation individuelle. Ça, c'est bien, bien évident. Maintenant, c'est une autre question
que de se demander qu'est-ce qu'on doit, comme animaliste, comme activiste, mettre de l'avant. Et moi, j'ai pas de doute qu'en parlant à une personne qui n'a jamais, par exemple, réfléchi à ces questions-là, que peu importe ce que je dirai, si elle fait quoi que ce soit, ça va être juste un petit pas. Mais ça n'empêche pas que je peux l'amener à faire un petit pas en lui donnant un discours qui vend le petit pas en question ou un discours beaucoup plus ambitieux qui, elle, l'amène à se dire ben, je vais faire ce premier pas-là et ensuite je ferai peut-être le deuxième, on verra. Puis bon. Alors, ça me semble pas évident en tout cas que c'est moins motivant de présenter une position plus ambitieuse théoriquement, tout en reconnaissant bien sûr qu'on va s'y rendre nécessairement de manière progressive. Alors ouais, puis ça me semble, en tout cas, moi, je trouve ça gênant, comme chercheuse, mais même comme simple citoyenne, de mentir sur ce que je pense. Si j'étais vraiment convaincue que c'est plus efficace, peut-être que je le ferais par solidarité envers les animaux. Ben, c'est que là, l'important, c'est quand même de libérer, là. Mais tant que je suis pas convaincue de ça, ouais, je préfère dire aux gens ce que je pense, qui me semble être la position juste, puis j'ai l'impression que ça serait très paternaliste ou infantilisant de dire aux gens, de supposer que mon interlocuteur n'est pas capable de comprendre ou n'est pas capable d'avoir la discussion avec moi et que je dois, disons, réduire ou diluer mon propos juste pour pas trop le brusquer. Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Et qu'est-ce que tu penses des arguments anthropocentrés qui nous amèneraient à devenir végétaliens? Est-ce qu'il y en a que tu considères qui sont valables et qui pourraient aider les gens à faire justement les premiers pas avant d'avoir des arguments non anthropocentrés? Ben, on a des études empiriques qui montrent que, quand même, là, que les changements de comportement chez les individus font en sorte qu'ils vont être ensuite beaucoup plus ouverts aux arguments. Si bien que oui, on pourrait supposer que quelqu'un qui devient végétalien pour des raisons de santé, ben, après avoir changé son mode d'alimentation, on lui parle soudainement d'éthique animale et c'est beaucoup moins effrayant parce que ça ne remet pas en question son mode de vie puisque son mode de vie est déjà adapté au véganisme. Donc, dans ce sens-là, oui, je dirais que les arguments de santé, ou peu importe le type d'argument qui amène les gens à changer leur comportement pour éviter de contribuer à l'exploitation des animaux, c'est une bonne chose en quelque sorte. Mais d'un autre côté, je dois dire que j'ai quand même la crainte que parler d'environnement, parler de santé, ça, ce sont des sujets super importants, des sujets qui relèvent de l'éthique également, là, bien sûr, mais disons que dans le contexte où on veut libérer les animaux, c'est ça notre objectif, et c'est des occasions manquées de politiser la cause animale, de vraiment faire évoluer les mentalités par rapport à la conception qu'on a des autres animaux, puis que ça risque, je pense, plus de retarder leur libération qu'autre chose. Et j'ai l'impression que, oui, on peut convaincre de toute façon les gens de réduire leur consommation de produits d'origine animale en mettant de l'avant des arguments de santé ou des arguments environnementaux, mais d'abord, ça ne va pas nécessairement les amener à revendiquer la fin du spécisme ou la fermeture des abattoirs pour autant. Ça va simplement peut-être diminuer très tranquillement la demande. Peut-être que ça affectera un jour la production, mais j'ai l'impression que ça serait drôlement accéléré, ces changements de comportement-là par rapport aux animaux, s'il y avait en plus un discours politisé de libération animale qui les accompagnait. Donc, je suis très, pas réticente à employer ces arguments-là, mais disons que je préfère plutôt y avoir recours en réponse à certaines objections. Par exemple, des gens qui vont dire ben, je peux pas être animaliste ou végétalien, je peux pas être antispéciste parce que ça impliquerait que je ne mange plus de produits d'origine animale, alors c'est nécessaire pour ma santé d'en manger. Ah ben là, je peux répondre par un argument de santé qui consiste à dire ben non, c'est pas nécessaire, on peut être en très bonne santé sans consommer de produits d'origine animale. Mais ça va être donc plutôt en réponse à certaines objections que comme premier argument mettre de l'avant parce que j'espère libérer les animaux. Et là, tu as dit animaliste. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, animaliste? Ben, puisque tout à l'heure, on parlait des distinctions entre les antispécistes, les véganes, et donc peut-être de manière plus large pour éviter de camper là, ceux dont on parle à juste les antispécistes ou juste les véganes. Puis peut-être qu'il y a aussi d'autres catégories, des gens qui n'arrivent pas, par exemple, à adhérer, à adopter un mode de vie végane dans leur vie, mais qui sont quand même tout à fait d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas exploiter des animaux, mais qui ne sont pas non plus antispécistes. Et ces gens-là peuvent contribuer, en fait, au mouvement de libération des animaux, mais sans pour autant être ni véganes, au sens où ils n'appliquent pas le véganisme dans leur propre vie, et sans être antispécistes. Donc, j'ai l'impression qu'animaliste, ça couvre un peu tous ceux qui contribuent à l'avancement de la cause de la libération animale. Ouais.
En fait, Kevin, tu parlais d'anthropocentrisme, ça me donne envie de te poser une question que je me pose aussi beaucoup, parce que souvent, je me fais des réflexions par rapport aux animaux et on me dit que je suis anthropomorphiste, mais j'ai l'impression quand on me dit ça, on oublie un peu qu'on est, nous, en fait, des animaux. Alors, est-ce que c'est quelque chose que je peux répondre? Moi, je trouve que oui, c'est quand même... ouais, moi, l'anthropomorphisme, ça me fait pas vraiment très peur. J'ai l'impression qu'on pêche beaucoup plus par excès d'anthropocentrisme que d'anthropomorphisme, disons, en général. Oui, effectivement, on a tendance à, juste parce que les autres animaux ne sont pas humains, ben là, soudainement, leur comportement devient du pur réflexe, des comportements qui pourtant sont semblables aux nôtres, alors qu'ils ont une anatomie semblable à la nôtre, des émotions semblables aux nôtres. Tu sais, ça devient un petit peu, je pense, une obstination de vouloir éviter... d'attribuer donc aux animaux, en tout cas on n'est pas obligé non plus d'avoir des certitudes, mais je pense qu'il demeure raisonnable de supposer que quand un chien décide d'aller à tel endroit, ben c'est qu'il veut, il y a certaines croyances, puis il y a certains désirs, puis certaines préférences, bon, voilà. J'avais lu une phrase à un moment donné en lien avec la recherche scientifique et l'éthique animale et qui expliquait pourquoi est-ce que c'est pertinent d'expérimenter sur les animaux. La réponse c'était parce qu'ils sont comme nous. Mais en même temps, ça soulevait la question de savoir est-ce que c'était éthique d'expérimenter sur les animaux s'ils sont comme nous. Et la réponse était quand même oui, parce qu'ils sont différents de nous. Fait qu'ils sont comme nous, mais ils sont différents de nous. C'est vraiment le beau paradoxe. Ce que je trouve aussi troublant, c'est que je pense que ça a quand même contribué au spécisme et à l'exploitation des animaux. C'est cette idée en science qu'il faut toujours favoriser l'explication la plus simple. Et donc ne pas prêter des capacités sophistiquées si c'est pas nécessaire pour expliquer le comportement d'un individu. Et ça, théoriquement, on peut l'appliquer en science autant aux êtres humains qu'aux autres animaux. Mais il y a des auteurs qui ont montré que c'est étrangement, comme on ne doute tellement pas, nous, de notre subjectivité, de nos capacités cognitives sophistiquées, eh bien, on a beau, par principe, être d'accord avec ça, ça a beaucoup moins d'effet sur la façon dont on interprète le comportement humain que le comportement non humain. C'est les animaux non humains, finalement, les victimes de ce grand principe scientifique qui, théoriquement, devrait s'appliquer à tout le monde. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de peut-être vouloir devenir végétalien ou vegan pour les convaincre de tenter, du moins de leur côté, de faire des pas de plus ou pour faire la transition, donc? Ben, je pense que ce qui est sous-estimé, en tout cas moi ça a été mon cas, là, je le voyais vraiment comme un gros sacrifice, ça a été de prendre la décision donc, de devenir végétalienne parce que pour moi c'est devenu effectivement un fondement au centre de ma vie, de mon identité même. J'en suis pas gênée, mais ce qui était difficile c'est donc de prendre la décision parce que je voyais ça vraiment à la négative, une privation de plein de choses. Puis quand la décision a été prise, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça que je le vivais. Je le vivais au contraire comme une espèce de découverte de plein de nouvelles choses. J'oserais dire qu'au niveau de l'alimentation, en tout cas, peut-être pas représentative, mais je mange de manière infiniment plus diversifiée maintenant que la façon dont je mangeais auparavant. De manière plus intéressante, même juste au niveau de la satisfaction gustative, là. Et le plaisir que je peux tirer, disons, à découvrir que y a moyen de faire telle chose, telle activité, puis de véganiser tous les produits et services autour de moi, je trouve que on y tire finalement beaucoup de plaisir. Mais j'avoue que dans mon cas, peut-être pour abandonner le fromage, qui était la chose la plus difficile à abandonner pour moi, a fallu que j'aille un peu là, à la orange mécanique, là, en me rappelant systématiquement, en associant systématiquement le morceau de fromage que je voyais à l'horreur de l'élevage laitier. Et puis, donc ça peut être un truc pour se motiver. Un truc pas très vendeur. J'ai eu le même problème avec le fromage. On dirait que c'est l'élément le plus difficile à arrêter. Il y a comme une espèce de dépendance physique, on dirait, avec le fromage. Je sais pas, il y avait quelque chose de psychologique que j'ai vraiment eu de la difficulté aussi. Oui, mais c'est ça, on dirait qu'une fois qu'on accepte de faire le sacrifice, après tout le reste devient positif. Parce que là, on redécouvre les autres fromages végétaux qui ne leur ressemblent pas, ne sont pas identiques au fromage de lait de vache, mais qui sont quand même super bons, de plus en plus, de mieux en mieux. Et là, ça devient vraiment juste un réel plaisir. Moi, j'avais l'impression qu'un des arguments qui me... après avoir fait la transition, là, c'est le sentiment d'être en accord parfait avec ses valeurs. Et ça, c'est comme une espèce de mal-être quand on a certaines valeurs. Et je pense que la plupart des gens ne veulent pas que les animaux aient de la souffrance. Et c'est simplement la difficulté à faire le changement dans tes habitudes. Mais aussitôt qu'on le fait, il y a comme une espèce de bien-être diffus, vraiment flou, alors qu'avant, il y avait un mal-être flou que j'arrivais pas à identifier. Puis quand tu arrêtes de sentir ce mal-être-là, j'ai senti une vraie différence de bien-être où je me sentais plus en harmonie, mais
c'est un peu, je sais, wouhou, mais il y a comme quelque chose qui s'est passé en moi que je me sentais un peu différent après. Ça me paraît pas si ésotérique que ça, là. C'est Ésotérique. quand même... il y a ce qu'on appelle le paradoxe de la viande, là. L'idée que, la plupart d'entre nous, on veut pas faire de mal aux animaux, on veut pas que les animaux souffrent. C'est pas une pensée qu'on trouve agréable, mais d'un autre côté, on contribue dans notre vie quotidienne à cette souffrance-là, et on le sait, on ne peut plus le nier, c'est dans tous les médias, il y a eu plein de caméras cachées qui ont révélé les souffrances dans les fermes et dans les abattoirs. Alors, on sait ça, c'est quelque part dans notre esprit. On a beau essayer de rationaliser tout ça en se disant, mais j'ai besoin quand même des protéines animales pour survivre, ou c'est dans mes habitudes, peut-être qu'un jour ça changera, mais pour le moment, je peux quand même pas être le seul à m'en priver, ou les animaux sont faits pour ça, sinon ils n'existeraient pas, ça serait pire pour eux. Toutes ces espèces d'excuses-là qu'on peut se donner, est-ce qu'elles viennent vraiment à bout justement de l'inconfort qu'on ressent puisqu'on sait quelque part à quel point c'est inacceptable ou c'est horrible ce que vivent les animaux qu'on utilise pour l'alimentation et pour nos autres fins. Alors, je pense que c'est pas tellement surprenant puis j'ai vécu la même chose quand, finalement, faisant des choix qui sont plus alignés sur nos valeurs, qu'on se sente tout simplement mieux. Puis, c'est quelque chose que je vise. Moi, j'ai une voiture, puis je pense que c'est inacceptable d'avoir une voiture. Je pense que c'est quelque chose d'écologiquement condamnable, mais totalement, puis je l'utilise quand même beaucoup trop, et j'essaie de me sentir le plus coupable possible, parce que je pense que c'est un moteur pour un moment donné, que j'espère va m'amener à un moment donné changer, puis j'essaie de penser à ce confort-là psychologique que je gagnerai, que j'obtiendrai quand le jour où je me serai enfin débarrassée de ma voiture, puis je pense que ça arrivera. Est-ce que ça va te prendre 10 ans pour faire le transfert? Probablement. T'as un L'âge pattern, comme là. je suis, oui. Pendant la discussion, tu as pas mal parlé de sciences, comme par exemple la biologie, l'éthologie, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler de la relation entre la philosophie et la science lorsqu'il est question de véganisme et d'antispécisme? C'est toujours délicat de passer des connaissances empiriques que la science nous offre à des conclusions normatives, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas tirer de conclusions normatives des principes ou des devoirs moraux à partir de simples faits. Ce serait une erreur bien connue en philosophie. Mais il en demeure pas moins que c'est ce qu'on a tendance à faire, à penser que l'appartenance à l'espèce humaine donne une valeur morale et qui fait en sorte qu'on a des devoirs moraux envers les êtres qui appartiennent à cette espèce-là parce qu'ils appartiennent à cette espèce-là ou parce qu'ils ont des caractéristiques biologiques typiquement associées à l'espèce. Et comme on le fait, la science nous permet en fait d'abord de nous rendre compte que l'espèce en elle-même n'est peut-être pas la catégorie naturelle qu'on supposait, que c'est un peu comme la catégorie de la race, par exemple. C'est peut-être un construit largement un construit social, en tout cas, ou qui peut très bien être remis en question. Mais de toute manière, ce qu'il faut faire, c'est, parmi les connaissances scientifiques qu'on a, c'est de voir lesquelles peuvent avoir une pertinence morale et pourquoi. Puis, ce que les animalistes, ou que plus précisément les pathocentristes, ceux qui ont tendance à accorder de l'importance morale à la capacité d'être conscient, la capacité de ressentir les choses subjectivement, vont considérer que la sentience ou la sensibilité, c'est certes une capacité biologique révélée par la science, mais qui, elle, a du poids moral. Ça va être les théories morales ensuite qui vont venir nous dire pourquoi cette caractéristique-là est importante et pourquoi c'est à elle qu'on devrait s'intéresser quand vient le temps de tirer des conclusions morales. Mais le passage, en tout cas, ne va pas de soi. Puis il faut se le rappeler parce que je pense que c'est surtout en faisant rapidement un saut de certains faits empiriques à des conclusions normatives qu'on fait des erreurs et qu'on s'attribue nous-mêmes une importance morale plus grande. En fait, ma question c'est, en tant que philosophe, tu développes une argumentation et j'ai l'impression que c'est la science qui va arriver avec la vérité des prémices, et là on va finalement écouter ce qu'il y avait à dire mais qui est dit depuis déjà des années. Fait que je me demandais si c'était un peu ça le rapport. Je pense que ça reste du travail plutôt en philosophie morale, c'est-à-dire que l'idée c'est de réfléchir à ce qui fait en sorte qu'un individu devrait être inclus dans la communauté morale, dans la communauté des égaux auxquels on octroie des droits, là, et quel est le critère donc pour être inclus dans cette communauté-là. Et quand on se met à réfléchir à ça, si on arrive à la conclusion que c'est le fait d'avoir un ressenti, un vécu, de se soucier de sa propre existence, d'attribuer une valeur négative à la douleur qui nous est infligée, d'attribuer une valeur positive aux expériences de plaisir qu'on peut avoir, si on considère que c'est ce critère-là, et plusieurs
philosophes pensent que c'est quand même un bon critère. En tout cas, nous, on a tendance quand il s'agit de nous-mêmes, disons égoïstement, à accorder de la valeur à nos expériences comme ça. Ben, alors là, on faut se tourner vers la science, puis il faut regarder qui ça concerne. Puis c'est là, effectivement, la science qui nous dit qui, dans le monde, est effectivement sensible et conscient et capable de vivre de telles expériences ressenties. Mais disons que ça reste, le travail normatif se passe au niveau philosophique, c'est pas la science qui peut le faire à notre place. Et quand on passe de la science pour les prémices à la philosophie qui fait le travail, mais ensuite pour passer aux politiques. Parce que je pense qu'on a des preuves suffisantes, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on devrait être vegan. C'est comme presque une évidence là, quand on écoute vraiment les arguments. Et donc, pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas ce changement-là qui est fait au niveau politique? Est-ce que c'est par peur de perte économique, de changement de nos habitudes? Et on devrait mettre notre énergie peut-être plus là-dessus que sur les arguments, parce que les arguments sont assez solides, j'ai l'impression. Ah, quelle grande question. Si j'avais la réponse à ça, je saurais quoi faire de mes journées. Disons, en fait, il y a tellement de choses qui paraissent évidemment requises aux yeux des philosophes moraux et qui font quasiment consensus et qui pourtant ne passent pas politiquement. Parce que c'est compliqué de transformer la société, puis quand on étudie la façon dont ça se fait, oui, très rarement, donc exceptionnellement, il y a des décisions qui vont être prises par nos politiciens, par nos leaders, par le gouvernement, et qui sont, disons, très progressistes, qui sont même plus ambitieuses que ce que les citoyennes et les citoyens revendiquent, ou ce avec quoi ils sont d'accord déjà. Mais en général, on a tendance à penser que les transformations au niveau du droit sont toujours à la remorque, là, disons, des mouvements plus sociaux, des changements de mentalité, des changements qui se passent chez les citoyennes et les citoyens qui en viennent à exiger de leur gouvernement que les choses changent. C'est des processus qui sont longs, qui sont lents. Le droit change super lentement. On l'a vu pour tous les autres mouvements sociaux. Donc, je pourrais pas en dire davantage là, sur toutes les forces qui sont en place. La force des lobbies du monde agroalimentaire, par exemple, ou des habitudes individuelles qui sont là, des mécanismes psychologiques qui sont en place pour freiner le changement, des mécanismes institutionnels, effectivement des soucis par rapport à l'économie. Tout ça, évidemment, contribue à maintenir le statu quo et comment faire en sorte que ça bouge en dépit du fait que ce soit monstrueusement difficile de faire changer les choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi certaines démarches, certains mouvements sociaux vont avoir du succès. Je ne sais pas exactement pourquoi à tel moment ça va fonctionner, se mettre à fonctionner alors que pendant des années auparavant ça bougeait pas. Je sais pas si quelqu'un le sait, en tout cas, c'est ça qui en parle. J'ai l'impression qu'on le sait tous un peu, mais que c'est tellement de réponses qu'on peut pas donner une vraie réponse. Là, il y aurait, est-ce qu'il y a des leaders qui vont dans cette direction-là et les gens les suivent? Et est-ce que psychologiquement, il y a suffisamment d'outils pour pouvoir contrer nos mécanismes? Bon, j'ai l'impression qu'on connaît toutes les réponses, mais là, on fait, bon, dans quelle mesure... Il s'est passé une multitude de réponses. De facteurs. Oui, probablement. Alors là, donc, il y a tant de choses qui contribuent à maintenir l'idéologie spéciste ambiante, cette impression-là qui est naturelle, normale et nécessaire d'exploiter les autres animaux pour nos fins, là, comme le dit Mélanie Joy, cette idéologie-là qui domine dans notre société, on la voit même pas, on s'en rend même pas compte tellement c'est la norme pour nous. Donc, on est porté à penser que ce sont les animalistes qui mettent de l'avant certaines idées, mais on se rend pas compte qu'on est déjà sous l'emprise de plein de croyances à l'égard des animaux non humains. Et de remettre en question cette idéologie-là et d'essayer de lutter contre les divers obstacles à tous les niveaux, c'est toute une lutte et ça explique sans doute en tout cas pourquoi on n'a pas encore libéré tous les animaux. En fait, on avait une dernière question, puis Kevin l'a déjà un petit peu abordé plus tôt, mais dans un cadre réaliste et vraiment en regard à l'éthique animale et tout ça, ce serait quoi, un monde normal finalement peut-être, ou le monde juste? Un monde juste, ouais. Tu deviens première ministre du Canada, tu as tous les pouvoirs, mais il faut que tu fasses les bons changements. Là. Bon, évidemment, le problème, c'est que je voudrais libérer les animaux tout de suite et maintenant massivement. Ça ne peut pas se passer comme ça. Les choses vont se faire graduellement. Il y aurait sans doute des conséquences difficiles à gérer si on devait juste tout simplement interdire la consommation, par exemple, de produits d'origine animale ou l'élevage brutalement. Mais les choses ne vont pas se passer comme ça de toute manière. On va se mettre graduellement à encourager, comme on le fait, là, disons, les produits alternatifs de plus en plus. On va trouver des outils qu'on va mettre au service des personnes qui travaillent dans les industries où les animaux sont exploités pour se transformer en d'autres types d'industries. Toutes
les choses vont se faire progressivement. La masse d'animaux qui sont produits pour être tués ou en tout cas exploités va diminuer graduellement. Le monde auquel il faut arriver, là c'est un grand débat. Est-ce que c'est un monde dans lequel il n'existera plus d'animaux, de représentants des espèces animales domestiquées, ou dans lequel il y aura au contraire des citoyens non humains, des citoyens à part entière? Là, la question reste ouverte. Ouais, mais selon toi, tu sais, comme tantôt tu parlais aussi justement qu'on pourrait imaginer une société où les animaux travailleraient, tu sais. Disons que là, je faisais référence au travail, encore une fois, de Sue Donaldson et de Will Kimlicka dans leur livre Zoopolis et dans plusieurs articles qu'ils ont publiés par la suite, où là, si on accepte la théorie de la citoyenneté pour les animaux domestiqués, ça signifie pas que tous les animaux qui existent à l'heure actuelle deviendraient des citoyens à part entière, qu'il y en aurait autant dans nos sociétés qu'il y en a à l'heure actuelle, parce que derrière les murs sans fenêtre des élevages en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'animaux. S'il fallait qu'ils soient tous demain citoyens, ça serait vraiment difficile de gérer tout ça, mais disons que ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y aurait justement une décroissance progressive du nombre de citoyens. Ensuite, ceux qu'on garderait dans nos sociétés humaines, ceux qui continueraient à être là et à se reproduire à un rythme gérable, disons, on devrait penser à la façon dont on va en prendre soin, les garder. Dans Zoopolis, on parle par exemple de donner le choix à ces animaux-là de peut-être vivre avec leurs congénères de même espèce ou plutôt de privilégier des rapports avec des animaux de différentes espèces, incluant des êtres humains peut-être. Il y a peut-être des préférences individuelles entre ces animaux-là qui ne se ressemblent pas tous. C'est pas parce que un cochon est un cochon qui préfère être seulement avec des cochons, qui préfère être seulement avec des vaches ou avec des êtres humains. Peut-être que chacun a sa personnalité aussi et il faut faire en sorte, un petit peu comme on pense le bien-être des êtres humains dans notre société, c'est-à-dire on offre un nombre suffisant d'options, en tout cas, pour ne pas se sentir contraint, pour pas qu'il y ait seulement un tracé pour chacun de nous, mais qu'on a une certaine liberté de choisir ce qui nous convient. On pourrait penser effectivement à un certain travail pour les animaux, bien encadré, encore une fois, adapté à eux en tant qu'individus d'une certaine espèce, parce que ça nous donne quand même des indices sur leurs besoins et leurs intérêts, mais pas seulement, aussi en fonction de leurs individualités, de leurs préférences comme individus. Alors oui, c'est des grandes questions. Est-ce qu'on aurait des sanctuaires, j'imagine, pour les animaux qui n'ont pas trop envie de se mêler aux êtres humains, qui voudraient être plus autonomes et faire leur petite affaire? On aurait sans doute certains individus qui, eux, seraient complètement mêlés à nous, là, mais seraient toujours sur la place publique avec nous et participeraient même aux prises de décisions politiques. Les auteurs de Zoopolis vont loin, là. On a tendance à nier la gentilité politique des animaux, mais on oublie qu'on se considère comme des citoyens, comme des parties prenantes des décisions qui sont prises politiquement, alors qu'on n'est pas toujours en train d'examiner, d'analyser, d'étudier les programmes politiques des partis. On fait plein de choses dans notre vie quotidienne qui ont des implications politiques qui forment en fait nos normes sociales et politiques, et les animaux non humains, citoyens, pourraient peut-être faire ça aussi. Encore là, tout ça dépend du fait qu'on aura opté pour la citoyenneté non humaine plutôt que l'extinction des espèces animales domestiquées, mais c'est quand même envisageable et assez réjouissant de penser à ça quand même, non? Et si vous aviez la première législation, vous passeriez, si vous étiez première ministre? Tu sais, comme concrètement, qu'est-ce qui devrait être fait comme première législation qu'il faut qu'il soit acceptable aussi pour la population? Parce que, bon, si tout le monde change sa conception, ben là, il n'y a plus de problème politique, là. Mais le problème, c'est que c'est loin d'être arrivé, j'ai l'impression. Donc, si on voulait comme avancer dans la bonne direction, ce serait quel genre de changement politique, législatif qu'il faudrait faire dans les premières fois? Ma réponse va être décevante, là, parce que je ne le sais pas exactement, mais j'ai l'impression quand même que, oui, il faut changer suffisamment les mentalités pour que ça devienne acceptable. Ça serait bien dommage d'en arriver à devoir imposer de manière tyrannique. De toute façon, on n'a pas cette opportunité-là. Je ne suis pas première ministre et je ne déciderai rien du tout. Mais ça serait quand même beaucoup plus intéressant si ça pouvait être des changements qui soient voulus, qui soient démocratiques. Mais je pense que ce qui est surprenant, c'est qu'en dépit du fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas envie de renoncer à leur steak ou qui n'ont pas envie de changer leurs habitudes quotidiennes, qui sont néanmoins ouverts à la libération animale d'un point de vue théorique, c'est-à-dire qui embarqueraient dans le projet probablement si c'était une initiative prise collectivement. Et ça, on a tendance, je pense, à sous-estimer le fait que oui, c'est dur individuellement de nager à contre-courant, d'adopter un certain mode de vie qui n'est pas conforme à la norme. D'un autre côté, si tout le monde prend ensemble la décision d'interdire l'élevage soudainement, en donnant tous les moyens à
nos fermiers de réorienter leur exploitation et qu'on prend cette décision-là ensemble et qui n'est plus vécue comme un sacrifice individuel, ben, je pense qu'on pourrait être surpris. Il y aurait peut-être assez de gens qui seraient d'accord pour embarquer puis vouloir qu'on procède à ce changement-là. En tout cas, en ce moment, le travail consiste à faire évoluer les mentalités pour qu'on se rende, je pense, au moins à une proportion suffisamment grande de la population qui soit d'accord pour que des changements institutionnels collectifs soient envisagés. En fait, je pensais à la loi, par exemple, sur le tabac dans les bars. La plupart des gens étaient contre, même les gens qui fumaient pas. Et maintenant, les gens voient pas comment ça pourrait être autrement. Et le changement de loi a changé les mentalités. Donc, c'est ce genre de petits changements, des fois, qui fait vraiment évoluer. Et maintenant, ça va de soi en 3 ans. Les gens étaient super habitués. Puis là, je peux enfin sortir dans un bar. C'est agréable. Même les fumeurs considèrent en général que c'est plus agréable et ils sont d'accord. Alors qu'avant, il y avait une résistance super forte. Donc, c'est ce genre d'exemple-là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui peut partir du haut. C'est vrai que ça peut arriver. C'est un très bon exemple. Il en demeure pour moi que je pense que c'est l'exception. Mais est-ce qu'il y a des décisions législatives comparables qui pourraient être pensées? Probablement. Il y en a qui revendiquent qu'on change ce qui est offert en priorité ou par défaut dans les cantines ou dans les cafétérias, ce qui est mis de l'avant et qu'on adopte des politiques peut-être fondées en partie pour des raisons de santé publique ou d'environnement, justement, et qu'on mette de l'avant les produits végétaliens et que là, tranquillement, on change les habitudes. Est-ce que ces choses-là peuvent avoir des effets super bénéfiques? Probablement, je pense que oui. De là à dire que je sais que je suis capable d'identifier ou de repérer quelle initiative aurait le plus d'efficacité, non, je saurais pas dire. J'ai tendance à penser que, de manière générale, que on est quand même mieux de compter sur un changement de mentalité, tout en essayant, oui, de faire changer les choses qu'on peut sur le plan législatif, ou surtout pas que ce soit fait au détriment des projets plus ambitieux, des revendications plus ambitieuses qu'on doit avoir pour les animaux, parce que quelquefois, c'est ça le danger. C'est qu'en revendiquant certaines modifications législatives, on se condamne par la suite. On a l'impression d'avoir accompli quelque chose d'énorme déjà et on ferme la porte. Il n'y a plus après ça de motivation politique pour aller faire le pas suivant. Parce que là, on a l'impression que le débat a été fait, tout a été gagné déjà, tout est obtenu, alors essayons, on passe à autre chose. Et ça, c'est dangereux si c'est pas exactement ce que la justice exige. On dirait que j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Maintenant qu'on en parle, mais je pensais aux cigarettes, c'était l'exemple. Là. C'est vrai, sur les paquets de cigarettes, il y a comme les gens qui attrapent des maladies, le traitement qui est fait aux animaux, qui soit affiché sur la viande, pourquoi pas. Oui. Dans tous les restaurants, d'avoir au moins une option ou 2 options qui soient vegan, qui soient décentes, pas juste s'en débarrasser, mais il semble que ça pourrait faire en sorte de changer les mentalités de façon assez douce et quand même intéressante. Donc, je sais pas, j'ai plein d'idées qui me... Absolument. Par exemple, il y en a qui aussi des animalistes qui pensent que ce serait la moindre des choses que la fausse publicité, si on veut, la fausse représentation soit interdite, qu'on puisse plus mettre sur un carton de lait une vache dans un pré avec son petit qui est là, alors que c'est juste pas ce qui se passe dans l'industrie laitière. Et ça serait effectivement, ça semble juste tomber sous le sens. On devrait pas accepter de se faire brainwasher de la sorte. Je pense qu'en effet, il y a des politiques qu'on pourrait envisager comme celle-là. En conclusion, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aurais voulu rajouter ou est-ce qu'il y avait un point sur lequel on est passé rapidement que tu aurais peut-être voulu détailler un peu plus? Peut-être un mini truc, c'est que je me rends compte en regardant les échanges ou les débats souvent sur Facebook entre animalistes ou qui concernent, disons, le travail des animalistes, que souvent ce qui déplaît, j'ai l'impression que ce qui est au fondement de la discorde, puis de la difficulté qu'éprouvent les gens dans tout ça, c'est le ton moralisateur qu'emploient certaines personnes et surtout l'impression que on n'est pas tous des égaux devant ces grandes questions-là. Puis j'ai l'impression que, d'une part, je voudrais qu'on soit tous hyper modestes et humbles. Personne n'a la vérité, personne n'est un saint. Et je voudrais en même temps qu'on n'ait pas peur de se dire les uns les autres qu'est-ce qu'on devrait faire. J'ai l'impression qu'il faut pas... On a tort de penser qu'il faut éviter à tout prix la culpabilité, le blâme. Non, je pense que ça peut se faire de manière respectueuse, tout ça. Moi, j'aime si on me dit... Il me semble, en tout cas... On est tous différents, là, mais il me semble que c'est une bonne chose si on m'interpelle puis qu'on me dit Valérie, tu sais, ton char, c'est quand même vraiment inacceptable. Puis qu'on me fasse sentir coupable, je donne cet exemple-là, il y en a plein d'autres que j'ai peut-être pas envie de parler, mais où je devrais justement, Enfin, j'ai l'impression qu'on devrait avoir ces discussions-là de manière hyper honnête, ouverte, sans gêne,
en sachant qu'on est tous de bonne foi. On veut tous être des meilleures personnes en général. On veut faire le bien. On veut, oui, notre bonheur, bien sûr, mais on veut pas être des mauvaises personnes. Donc, il me semble qu'il doit y avoir une façon respectueuse de se mettre au défi les uns les autres, puis de s'aider à s'améliorer les uns les autres, sans que ce soit pris comme des critiques là, vraiment profondes de qui on est, sans que ce soit vécu comme l'impression que l'autre se sent supérieur à soi. Bon, en tout cas, j'aimerais que le dialogue puis les différences, les désaccords soient mieux, disons, peut-être mieux vécus dans notre collectivité. Merci beaucoup Valérie de ton temps et de ta générosité. Ça a permis de clarifier plusieurs interrogations que j'avais sur l'antispécisme et le véganisme. Et on espère te retrouver pour une prochaine émission. Merci beaucoup, c'était un plaisir.